La paracha de Balak vient terminer une série de 2 parachiotes, Chukat, que nous avons lu la semaine dernière, et Balak cette semaine, qui viennent nous expliquer quelle est notre relation à l'international. La paracha de Chukat s'occupe des différents politiques que peut avoir le peuple juif avec ses voisins. Là où la paracha de Balak va s'intéresser à la question du message idéologique porté par le peuple juif à l'international. Pourquoi dans ce sens-là ? La question se pose, pourquoi doit-on passer d'abord par une réalité politique concrète avant de pouvoir faire entendre un message à l'humanité ? Eh bien la réponse se trouve dans le livre de Mishlé. Le roi Salomon nous y explique « Chochmat hamisken bezouya ou devarav einam nishmaim » La sagesse de celui qui est pauvre, de celui qui est dans la détresse, eh bien, est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. En d'autres termes, si vous voulez parler en tant que nation aux nations, eh bien, il faut se comporter d'abord comme une nation. Pour pouvoir porter un message à l'humanité, il faut parler d'égal à égal et donc il faut retrouver une dimension collective, nationale, un drapeau parmi tous les drapeaux. Dans la paracha de Chukat, nous faisons les guerres d'Israël qui vont amener aux premières conquêtes et aux premières réalités politiques concrètes du peuple juif. Ainsi donc, notre paracha, la paracha de Balak, peut être le moment où le peuple juif a quelque chose à dire. Et les premiers qui en sont conscients, eh bien ce sont nos ennemis les plus directs. Le début de la paracha met en exergue les paroles de Balak. Balak est le roi de Moab. Et on nous dit qu'il va demander conseil auprès des sages de Midian. Vous allez me dire, ces peuples-là sont désuets, ils n'existent plus aujourd'hui. Eh bien justement, il est temps de s'y intéresser. Quels sont les différents peuples qui entourent Israël à l'époque biblique ? Eh bien, parmi les plus connus, vous avez Ammon, Moab, ce sont les peuples qui habitent en Jordanie actuelle, Édom, c'est le sud de la Jordanie, peut-être un petit peu en contact avec l'Égypte actuelle. L'Égypte, évidemment, les Philistins qui arriveront un petit peu plus tard sur la côte ouest, sur la côte méditerranéenne, et également, évidemment, les Cananéens à l'intérieur du pays d'Israël. Eh bien, c'est très étonnant de voir que, hormis l'Égypte, tous ces peuples ont disparu aujourd'hui. Il n'existe plus de Cananéens, plus de Édomis, de Moavis, de Ammoni et de Midiani. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ces peuples-là ont senti que l'arrivée d'Israël sur la scène mondiale, eh bien, était un danger pour eux. C'est ce que dit Balak. Il dit, mais enfin, le peuple d'Israël va arriver et va nous détruire tel le taureau qui est en train de manger de l'herbe et qui racle toute l'herbe qui est autour de sa tête. Israël n'a pourtant aucunement l'intention de conquérir ces différents peuples. Je vais même aller plus loin. Le peuple d'Israël a reçu un ordre dans la Torah comme quoi il n'a pas le droit de faire la guerre avec Moab et Ammon. Car ce sont notre famille, ce sont nos cousins. Ils sont les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. En d'autres termes, pourquoi Balak a-t-il peur si le peuple juif ne peut pas l'inquiéter de manière militaire ? Parce que le peuple juif peut l'inquiéter d'une autre manière, à savoir, est-ce que le message porté par Israël ne nous rendrait-il pas désuets de fait ? Comprenons bien, ces différentes peuplades ont chacun un rôle à jouer. Il semblerait que lorsqu'Israël arrive au devant de la scène internationale, eh bien, ces rôles sont du domaine du passé. Ammon et Moab sont ce qu'on appellerait un hava amina en araméen, c'est-à-dire un postulat de départ a priori. Ils sont ce qu'aurait pu être la descendance d'Abraham. En effet, Abraham est stérile et donc son neveu Lot semble être le meilleur candidat pour lui succéder. Et donc les enfants de Lot, Ammon ou Moab, semblent être ce qui aurait pu être la descendance d'Abraham. Et puis finalement, Yitzhak naît, rendant désuet la descendance d'Abraham passant par Lot. Alors désuet complètement ? Eh bien non. Il y aura quand même Ruth qui sortira de Moab, qui deviendra l'arrière-grand-mère du roi David, et Naama qui sortira de Ammon, qui deviendra la femme du roi Salomon, de laquelle sortira la lignée messianique. Ceci étant, force est de constater qu'après la naissance de Ruth et de Naama, eh bien, quelques générations plus tard, les peuples de Moab et Ammon disparaissent de la scène de l'histoire. Une fois qu'ils ont terminé de donner ce qu'ils avaient à donner à l'histoire,
ils disparaissent. Midian, c'est la Hava Amina, on a expliqué, le postulat de départ de ce que va devenir Moïse. Et oui, car Midian est le pays, le peuple qui va produire Jéthro, Yitro, qui deviendra le maître de Moïse, qui lui apprendra comment devenir prophète. Et on voit que lorsque Yitro se rattache à Moshe, eh bien petit à petit, on n'entendra plus parler de Midian. Et Midian disparaîtra dans l'histoire. Édom, ce sont les descendants de Esav. Et là, il faut mettre un petit bémol. Esav, il y a les descendants biologiques de Esav et les descendants idéologiques de Esav. Édom deviendra un petit peuple au sud d'Israël, mais deviendra, idéalement parlant, au niveau de son idéologie, l'Empire romain et plus tard le monde occidental. Mais au niveau de ce qui est les descendances biologiques, eh bien, Édom, c'est un petit peuple qui va produire un personnage qui s'appellera Hérode, qui va être le roi d'Israël, qui va construire, entre autres, la ville de Césarée, le tombeau des patriarches, du moins sa grande architecture, et évidemment le temple de Jérusalem. Mais une fois que Hérode est arrivé, eh bien, le peuple des Édoméens disparaît dans l'histoire. Pour ce qui est des Philistins, les Philistins aujourd'hui n'existent plus, bien qu'il y ait aujourd'hui un peuple qui tente à se faire appeler par l'appellation philistine. Mais les Philistins, à l'origine, sont les gens qui sont, comme le dit le mot en hébreu, polshim, sont des gens qui sont arrivés de l'extérieur pour prendre possession de la terre et de l'identité de ce qu'aurait pu être, à l'époque, Israël en devenir. Et donc, une fois qu'Israël s'est implanté, les Philistins ont disparu. Ils essayent de revenir également aujourd'hui, sous un autre nom, une autre forme, lorsque justement Israël est en train de réaccomplir son retour. Et c'est ce qui nous amène aux Cananéens. Les Cananéens sont les habitants de la terre d'Israël, qui sont les plus en danger de l'arrivée du peuple d'Israël, car les Cananéens ont pris possession de la terre des Hébreux. Car dans le livre de la Genèse, il est mentionné clairement que le pays d'Israël est appelé le pays des Hébreux. C'est ainsi que présente Yosef, à Pharaon, du moins à l'échanson de Pharaon, il lui dit « Dis à Pharaon, j'ai été kidnappé du pays des Hébreux ». C'est donc de notoriété publique que cet endroit est l'endroit des Hébreux. Les Cananéens se savent donc être des conquérants, des usurpateurs. Et lorsque donc Israël revient sur la terre d'Israël, eh bien les premiers qui risquent de devoir partir, ce sont bel et bien les Cananéens qui vont disparaître après l'arrivée du peuple d'Israël. Ceci étant, ils auront légué quelque chose, le nom de la terre de Canaan, car le mot Knaan veut dire soumission. Et oui, car l'une des conditions pour être propriétaire de la terre d'Israël, c'est la soumission à l'Éternel. Balak l'avait très bien compris. L'arrivée du peuple d'Israël remet en cause toutes les identités de l'époque. Maaseh Avot, Siman Labanim. Évidemment, les actes des pères sont pour nous des repères. Aujourd'hui, le peuple d'Israël réamorce son retour sur la scène internationale, il retrouve son drapeau, et donc, les pays du monde qui se sentent menacés par un retour d'Israël sont les premiers à crier dans tous les sens. Évidemment, tout d'abord, les pays qui habitent dans la région, les peuples qui habitent dans la région se disent « Mais si Israël revient, quelle est ma place ?» Mais de manière plus générale, et particulièrement en ce moment, lorsqu'on voit que le monde entier, de nouveau, tourne ses yeux vers Israël pour l'accuser, ou le soutenir, plus l'accuser que le soutenir, eh bien, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui leur fait tellement peur ? Dans notre monde, nous avons deux grands pôles. Le pôle de l'Occident, héritier du christianisme, et le pôle de l'islam. Le christianisme a prôné pendant 2000 ans qu'ils avaient remplacé Israël. Or, si Israël revient, eh bien, ça remet en cause une grande partie de la théologie chrétienne. Comment faire pour réagir par rapport à cela ? À l'inverse, le monde musulman dit « on n'a pas remplacé Israël ». Vous n'avez jamais été véritablement Israël. Vous avez falsifié le Coran. La Bible, c'est une falsification du Coran. Et donc, votre idéologie n'est pas la bonne. Lorsqu'Israël revient, eh bien, il dit, oui, mais dans votre Coran également, il est mentionné que Dieu a promis cette terre au peuple juif. À ce moment-là, l'idéologie conquérante de l'islam se voit remise en question. Et il faudrait à ce moment-là que l'islam se retrouve dans l'idéologie originelle d'Ismaël, Ishmaël. Ishmaël, en tant que fils d'Abraham, est partenaire de Yitzhak pour dévoiler Dieu. Pour ce qui est du monde chrétien, il doit redevenir Esav, à savoir frère de Yaakov, celui qui
s'il arrête avec sa délégitimisation perpétuelle d'Israël, pourra devenir un membre à part entière dans la famille du dévoilement divin. C'est tout ce qu'on apprend dans notre paracha de Balak. Shabbat Shalom.